Aujourd'hui, le thème de ce jour est l'archivage de vos documents RH et la prescription. Deux thèmes étroitement liés, ne serait-ce que du point de vue technique, puisque si vous n'avez plus les documents, il va être très difficile de vous défendre si vous avez tout jeté, alors que la prescription n'est pas passée. Alors, allons-y gaiement, par ici par exemple. Donc, une rapide notion d'archivage. Nous sommes tous interrogés, tant dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée, il faut le dire, sur la nécessité et le temps de garde des documents que nous recevons ou que nous produisons. Alors, très rapidement, cette interrogation devient une problématique puis une véritable contrainte, que ce soit en termes de place ou en termes de technique d'archivage. Évidemment, nous ne parlerons ici que de l'environnement RH, mais pas que du document papier. En effet, si le papier était ultra majoritaire jusqu'à maintenant, cette caractéristique tend à disparaître au profit du format numérique, mais alors sans pour cela faciliter la résolution du problème. Certaines obligations légales, en plus de prévoir un archivage minimal, peuvent prévoir aussi un archivage maximal. On verra après, mais si je prends l'exemple des sanctions, celles-ci ne peuvent pas rester dans le dossier du personnel plus de 3 ans. Et oui, au bout de 3 ans, il faut les sortir de votre dossier du personnel. Donc, pour s'y retrouver, on va, on va faire comme ça, c'est une bonne idée. Pour s'y retrouver, on peut tenter de s'appliquer à envisager l'archivage en fonction de 3 repères que j'ai pris vraiment sans aucune technique d'archivage. Le premier, c'est l'intérêt du salarié qui peut être à la recherche d'un document émis par l'entreprise mais dont il a lui perdu la trace. Ça peut vous arriver, ça peut arriver à n'importe qui. En particulier lors de la reconstitution de carrière. C'est des choses qui peuvent arriver. Ou alors, le second est l'intérêt de l'administration, soit de l'URSSAF, soit de l'inspection du travail. Et dans ce domaine, on peut faire le lien avec la notion de prescription. Et troisième, l'intérêt de l'entreprise elle-même, qui, malgré les complications liées à l'archivage, peut avoir besoin de présenter à un moment ou à un autre l'original d'un document, et ça principalement dans le cadre d'un conflit juridique. Alors, quels sont les principaux documents à conserver? Pour les basiques, dans le dossier du personnel, pour les basiques, il s'agit du contrat de travail, du certificat de travail. Une difficulté, c'est le registre unique du personnel, et avec toutes les difficultés qui s'attachent à lui et à sa numérisation. La comptabilisation des heures ou des jours, sachant que la contestation dans le domaine peut être extrêmement onéreuse puisque c'est à l'entreprise d'apporter la preuve des heures faites. Je vous rappelle que vous êtes contraint d'avoir de quoi retrouver les heures faites et de prouver les heures faites, et c'est à vous de les prouver. Si votre salarié vous attaque en arrivant avec son petit carnet et avec dessus les heures que lui a repris, lui a inscrit, il va être évidemment plus en force que vous qui n'arriverez sans rien dans les mains. Ensuite, lié à ça, tous les documents liés au salaire, c'est-à-dire les bulletins de salaire, les indemnités, les soldes de tout compte, les versements retraite,
toutes les DUE qui s'accrochent évidemment au salaire ou autre. Alors, le DUE, c'est les décisions unilatérales de l'employeur ou les accords, évidemment. Surtout concernant l'intéressement, les versements de la prime Macron et toute la participation et tout autre document officiel dans ce goût-là. Tous les documents liés aux charges sociales, évidemment, taxes sur les salaires, déclarations et méthodes de calcul au cas où il y aurait un contrôle URSSAF à venir. Là, les méthodes de calcul, c'est surtout concernant les réductions, Fillon et autres. Bon, à ce stade, on peut ajouter les observations et les mises en demeure de l'inspecteur du travail, qui normalement, elles, font l'objet d'un classement particulier. Et ensuite, tout comme vos relations qui touchent à votre CSE, là aussi, c'est un classement particulier, mais qu'il est bon de conserver. Ensuite, le dernier point, c'est tout ce qui est déclaration d'accident de travail, mais tout document qui vous ont permis de mettre en place une procédure de sanction, voire une procédure de séparation à l'encontre d'un de vos salariés, sachant que tant que le délai de prescription n'est pas écoulé, vous êtes susceptible de vous faire attaquer ou de devoir vous défendre. Et de devoir vous défendre toujours sur la base de preuves et de documents. Quelles sont les durées de conservation? Bon, alors là eh ben, c'est le grand cirque. Bon, généralement, la généralité, c'est 5 ans. Mais évidemment, et sinon, ça serait franchement pas drôle, il y a tout plein d'exceptions. Donc, pour reprendre notre liste précédente, si on la reprend, le bulletin de paye, par exemple, que ce soit sous forme papier ou forme électronique, vous devez au moins les conserver 5 ans. Sachant que le salarié en face doit les garder à vie, sachant que la garantie à vie, on sait ce que ça vaut, mais qu'il risque de revenir vers vous. C'est très complexe de jeter des bulletins de paye au bout de 5 ans. Le registre unique du personnel, lui, c'est 5 ans, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est 5 ans à partir du départ du salarié. Enfin, la réalité, on le sait, c'est surtout si on le tient à la main, c'est qu'il faille les garder à vie, sachant qu'un registre peut recevoir un mouvement à n'importe quel moment. C'est dire si vous avez un salarié sur la 5e page de votre registre de 100 pages qui est toujours présent, et bien celui-ci, vous devrez le garder ce registre encore 5 ans après le départ de cette personne. Autre chose qu'il faut garder donc avec des délais, c'est tous les documents concernant les contrats de travail, les salaires, les primes, indemnités, comme on l'a vu, et ça, il faut les garder pendant 5 années. Tout ce qui est relatif aux charges sociales, aux taxes sur les salaires, là, ce n'est que 3 ans. Mais attention, les contrôles de l'URSSAF peuvent revenir avec 5 ans en arrière si il y a récidive sur des points déjà relevés, évidemment, s'il y a récidive, déjà relevés lors d'un précédent contrôle. La comptabilisation, des heures et des jours de travail, enfin des jours de travail pour les salariés sous convention de forfait, là, c'est 3 ans. La comptabilisation des heures, des horaires des salariés, des heures d'astreinte, leur compensation, là, ce n'est qu'1 heure. Mais bon, la prescription fait qu'il y a plutôt intérêt à le garder plus longtemps. Les observations, les mises en demeure de l'inspection du travail, tout ce qui concerne le CSE, c'est 5 ans. La déclaration d'accident de travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, c'est 5 ans.
Mais si on regarde, par exemple, le contentieux sur l'amiante, eh ben, on relève vite que les durées sont bien plus importantes que ces 5 ans. De même pour le contentieux sur le stress et le harcèlement. Concernant la sécurité, oui, je suis un petit peu en retard sur mes écrans. Concernant la sécurité, alors la donne a changé par la loi de janvier 2022 puisque votre DUERP, votre document unique d'évaluation des risques professionnels, doit être lui conservé 40 ans. C'est à mettre, par exemple, en relation, tiens, comme par hasard, avec le contentieux amiante. On veut savoir si vous étiez au courant, si vous avez fait quelque chose, et il y a fort longtemps. Donc, comme des contentieux du type amiante, on en aura sûrement d'autres sur d'autres produits, le législateur dit gardez tout ce que vous avez fait au niveau de la sécurité, gardez-le pendant 40 ans. Nous retrouvons le même problème avec les dossiers médicaux contenant les doubles des fiches d'exposition des salariés exposés aux agents chimiques, CMR, notamment l'amiante, les poussières de bois et autres, aux rayons ionisants qu'il faut lui garder 50 ans qui sont gardés 50 ans par les services de santé au travail. Et si vous avez un service de santé au travail interne, eh ben lui, il doit le garder. C'est à lui de le conserver. Et ils peuvent instruire des reconnaissances de maladies professionnelles, cancer d'origine professionnelle, et étayer d'éventuelles recherches en responsabilité en cas d'exposition supérieure ce qu'on appelle au VLEP, les valeurs limites d'exposition professionnelle. Ça, vous allez trouver ça dans le Code du travail sur le règlement 4412-55. Cela a été normalement confié aux acteurs de la prévention. Donc là, votre service de santé au travail. Mais bon, un archivage effectué par l'entreprise peut être une sage décision. Enfin, l'ultime particularité, c'est les sanctions. C'est lié aux sanctions annexées au dossier du PCF qui, on l'a vu, ne doivent pas être présentes dans le dossier au-delà des 3 années. Bon, ça n'empêche pas de le garder en dehors du dossier, mais quand même, il faut penser à nettoyer vos dossiers du personnel de temps en temps. Ça fait pas de mal. Sachant, comme ça, c'est pas pour faire peur, mais sachant qu'un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail peut venir chez vous et vous demander de consulter l'ensemble de vos dossiers du personnel. Bon, il sera ravi de voir qu'il n'y a strictement rien dans vos dossiers du personnel, mais il sera aussi ravi de constater que vous avez laissé des traces de vieilles sanctions. Sachez-le, c'est toujours mieux de nettoyer vos dossiers. Quel risque pas conserver déjà, comment les conserver? On va déjà voir, faut-il avoir obligatoirement une conservation physique de l'original ou peut-on se contenter d'un archivage numérique? Alors, il est tout à fait légal de conserver les documents importants sous format numérique. Donc, vous avez donc le choix entre le papier et le numérique. Bien sûr, ces archives numériques sont assorties de quelques petites conditions. Il fait que vous avez le droit. Et c'est tout. La plus importante, c'est que vous devez être capable de prouver l'authenticité du document archivé. En d'autres termes, la provenance, la provenance des documents doit être limpide et le contenu ne peut pas en être modifié. Il y a certains logiciels qui existent pour pouvoir modifier des logiciels sous PDF, sous format PDF, mais tous les
créateurs de formats PDF ne sont pas sensibles à ce genre de logiciel. Il y en a qui sont plus sécures que d'autres, on va dire. Le choix du logiciel de numérisation donc est important. Bon, ça sera aisé de mettre en place un archivage numérique, mais qui répond aux exigences en matière d'authenticité, de sécurité et d'unicité. Ça veut dire qu'un logiciel numérise évidemment les documents avec précision, les crypte de manière intelligente et les indexe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer un document et le détruire et en mettre un autre sur cette ligne que vous aviez réservée à celui-là, un autre document à sa place. Enfin, tout ce que l'on appelle le problème d'indexage. Donc soyez vigilants, gardez une trace, veillez à choisir un support numérique adapté qui puisse rester accessible dans la durée de la conservation. Ben oui, parce que si on prend des archives de plus de 40 ans comme pour la prévention, il va falloir être très très au courant de l'avenir de vos supports. Bien sûr, on peut transférer les archives sur un support fiable au fur et à mesure que les supports d'origine sont remis en cause. Ayant en tête quand même que les archives sur les disquettes, vous savez, les floppies, pour certains d'entre vous, vous ne savez même pas ce que c'est, ils deviennent évidemment extrêmement difficiles à consulter, parce que si vous trouvez un portable qui est disquette, il faut vraiment m'indiquer. Vous le trouverez plus facilement chez un antiquaire que chez un marchand d'ordinateurs. Et certains CD gravés ne conservent pas les données au-delà de 5 à 6 ans. Là aussi, il faut retrouver du matériel pour lire les CD, mais ça, on peut encore en arriver plus facilement. Enfin, faites attention parce que la perte d'une mémoire externe n'est pas totalement à négliger. On s'est tous retrouvés avec une mémoire externe en panne, à aller pleurer pour essayer de récupérer les fichiers qui sont dessus. Le risque de la non-conservation, évidemment, est qu'il vous sera impossible de répondre à une demande officielle de l'administration à fournir un document. Document, d'ailleurs, que généralement, vous leur avez déjà fourni. Mais ça on le sait. De même, vous ne pourriez pas être en mesure de répondre favorablement à un ancien salarié qui cherche, lui, à reconstituer sa carrière ou prépare, et là c'est plus gênant, un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle. Et il faut savoir que des amendes sont possibles en cas de non-conservation du document que je vous ai mis, espérons-le, sur un tableau difficilement lisible, mais bon, il y avait beaucoup de choses à mettre. Où vous avez le document. Alors, ça concerne évidemment la sécurité parce que c'était là où c'était plus simple plus parlant, je trouve, dans ce domaine-là. Donc, vous avez la première colonne qui est le document à conserver par l'entreprise, la deuxième, les délais de conservation, les textes en référence à cette conservation et l'amende prévue au cas où vous n'auriez pas conservé. Si je prends la première ligne, le document unique d'évaluation, donc on a dit 40 ans, tout va bien, avec des mises à jour annuelles, tout va très bien, surtout si vous avez plus de 50 salariés. Bon, tout ça, c'est géré par l'article R 4121-2, mais l'amende, l'amende, elle n'est pas négligeable puisqu'elle est de 1 500 €. Et puis, si vous avez fait ça 2 fois, eh ben, ça sera 3 000 € la suivante. L'observation, toutes les mises en demeure de l'inspection du travail, bon, ça, c'est quand même franchement beaucoup plus rarissime. Vous devez les garder 5 ans et l'amende, elle est à 750. Toutes les fiches, pardon, excusez, excusez, pourquoi ça est revenu en arrière?
Excusez-moi. Hop, voilà. Les fiches d'aptitude aussi longtemps que possible, hein, tant que possible jusqu'à la retraite du salarié, son départ. Bon, il n'y a pas de délai réglementaire là-dessus, donc pas grave. Les déclarations d'accident, par exemple, par contre, 5 ans à conserver. 750 si on remarque que vous n'avez pas conservé. Les noms de 3700 si c'est une entreprise. Hein. L'évaluation du niveau de vibration, là on commence à être dans les trucs plus techniques, mais certains de vous ont ce problème-là. 10 ans, les mesures, c'est 10 ans à conserver, pas de pénalité. Par contre, reprenant la suite du tableau, les attestations 750 pour les attestations de consigne, résultats, les rapports, les vérifications des équipements de travail, des EPI, des registres de sécurité, tout ça, c'est 5 ans. Avec une petite amende à 750 si c'est. Et cerise sur le gâteau, c'est multiplié par le nombre de salariés. Comme généralement, il n'y a pas qu'un seul salarié, eh bien, ça coûte très cher de ne pas conserver les documents, le plan, les PP, les PPSP, les PPSPS, c'est 5 ans aussi. Par contre, pas de pénalité. Les vérifications des installations électriques, vérification annuelle, qui a un joli registre. 5 ans à conserver. Bon, généralement, comme ça, un registre se conserve d'elle-même. Mais si vous avez changé de cahier et que vous avez jeté le premier cahier, eh ben, évidemment, s'il y en a un qui a plus de 5 ans, tout va bien. S'il y en a un qui a moins de 5 ans, ben, c'est 750. Toujours multiplié par le nombre de salariés, parce que tout le monde joue avec l'électricité. L'évaluation des niveaux de bruit, 10 ans, rien de particulier. Là, pas de pénalité prévue. Et le rayonnement, pas de prévu. Bon, vous voyez que ce n'est pas totalement anodin. L'archivage peut avoir un deuxième coup. Le premier coup étant l'archivage lui-même. Poursuivons un petit peu dans notre exploration et regardons la notion de prescription. Alors, évidemment, c'est pas sans rapport quand même avec l'archivage. Qu'est-ce que la prescription? Eh bien, la prescription, c'est la durée pendant laquelle ou après laquelle le salarié, l'ex-salarié, l'administration, les organes collecteurs ou l'employeur lui-même ne peut plus agir. Les prescriptions les plus connues en matière de RH, évidemment, c'est tout ce qui concerne la sanction et la sanction d'une faute, puisque votre prescription elle est de 2 mois après la faute, et une fois que vous avez fait l'entretien, c'est 1 mois après l'entretien, vous ne pouvez plus notifier la sanction. Au-delà de cela, quand même, au-delà de cela, il y a la durée à partir de laquelle l'une des parties ne peut plus agir en justice. Donc les délais sont extrêmement disparates. Passé un certain temps, il n'est plus possible de sanctionner. Donc, comme moyen de voir le salarié ou de solliciter le conseil des prud'hommes pour trancher un litige. C'est ce qu'on appelle le délai de prescription, c'est ça. En juin 2013, une loi relative à la sécurisation de l'emploi, là, c'est toujours le terme qui m'amuse un peu, mais bon, ça s'appelle comme ça, qui a modifié clairement les délais de prescription en matière prud'homale, dont, il faut bien le dire, la majorité des durées ont été revues à la baisse. Donc, conformément à l'article 3245-1 du Code du travail, le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Là-dessus, le Code civil, dans son article 2228, précise qu'il prévoit que la prescription se compte en jours et non pas en heures,
Et concernant les salaires, le délai court à la date à laquelle la créance salariée est devenue exigible. La date d'exigibilité du salaire correspond évidemment à la date habituelle du versement du salaire. En matière d'indemnité de congés payés, ben oui, puisque là on est face à des décalages, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle ou interne au cours de laquelle les congés payés auraient dû être pris. Donc, il y a eu un arrêt à la Chambre sociale de la Cour de cassation en mars 17 qui rappelle le principe si une demande est prescrite, le demandeur doit donc prouver qu'il ne connaissait pas, mais aussi qu'il ne pouvait pas connaître son droit. Ce n'est pas quand même le plus simple. De même, cette prescription, évidemment, vaut, ce genre de prescription vaut pour les administrations et tous les organes collecteurs. Quels sont les éléments prescrits comme on l'a vu précédemment, évidemment, tout ce qui concerne la faute, qui est ce premier élément ayant une prescription importante dans les RH. Les durées sont très courtes. Reste à savoir à quel moment la durée démarre, l'origine du fait fautif ou le moment où l'employeur a eu connaissance de ces faits. Prenons le cas d'un comptable, détournement d'argent qui se fait tout au long de l'année ou à une certaine période de l'année, mais dont l'employeur ne peut s'en apercevoir qu'au moment du bilan, par exemple, ou d'un contrôle fait par une personne extérieure, c'est-à-dire l'expert comptable. Là, la prescription ne démarre pas au moment où le vol a été commis, mais le moment où l'employeur a eu connaissance de ce vol. Cela vaut pour toutes les fautes. La rupture et ses effets, là encore, les distinctions peuvent être faites selon le type de rupture. La contestation d'un solde de tout compte par le salarié est sujette à une prescription au-delà duquel le salarié ne peut plus revenir sur les termes du STC. Côté administration, la notification du résultat d'un contrôle, par exemple, déclenche un délai de prescription extrêmement court, après lequel vous ne pourrez plus agir en contestation des redressements effectués. Les durées de prescription sont donc déterminées, on vient de le voir, par la nature de la créance invoquée. C'est ce que l'on dit de façon très juridique. Une jolie phrase, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La loi sur la sécurisation donc a considérablement réduit les délais de prescription dans les actions relatives aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, ainsi que celles aux actions en paiement ou en répétition de paiement du salaire. Donc, la rupture, quelques délais. La rupture du contrat de travail, la prescription se ferait après 2 ans. Les actions en paiement de salaire se feraient après 3 ans. Les actions en réparation du dommage corporel subi à l'occasion d'exécution du contrat de travail, c'est 10 ans selon le Code civil, l'article 2226, le même. Les actions exercées en application des articles relatifs à la discrimination, au harcèlement moral ou au harcèlement sexuel, eux sont de 5 ans et c'est géré par le Code du travail, par les articles L 1132-1, 1152-1 et 1153-1. L'article L 1233-67, lui, dit que pour une contestation d'une CSP, d'une convention de sécurité personnalisée, de sécurisation professionnelle, je ne sais même plus comment on le dit, une CSP quoi, à la suite d'un licenciement éco, et de 12 mois. L'article L 1234-20
l'effet libératoire du reçu du solde de tout compte à défaut de dénonciation est de 6 mois. À partir du moment de la signature de ce STC. L'article 1235-7 annonce qu'il y a 15 jours pour saisir le juge des référés sur la régularité d'une procédure d'information-consultation et de 12 mois pour contester la régularité et la validité d'un licenciement pour motif économique. Donc 15 jours sur la consultation, 12 mois sur le motif. L'article L 1237-14, 12 mois pour la contestation d'une convention de rupture conventionnelle ou de son homologation. Là, il m'en manque des petits bouts. Donc, on va prendre un exemple. Si on va faire, mais que alors donc bon, alors on va laisser passer cet exemple. Il n'est pas entier dans mes notes. Oui, si une faute a été commise le 20 mars, en gros, vous pouvez engager la faute jusqu'au 20 mai, 24 heures. Au-delà, vous ne pouvez plus engager quoi que ce soit pour contester, pour sanctionner la faute. Si le dernier jour du délai est un samedi, évidemment, ou un dimanche, ou un jour férié, on attaque la bonne saison des jours fériés, ou chômé, le terme du délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Alors, là, bon, ça, on est à peu près dans le classique, mais qu'est-ce qu'il se passe s'il y a des poursuites pénales liées à la faute? Alors, je sais, c'est pas comme tous les jours qu'on a ça. Non, c'est vrai, mais il peut arriver que des poursuites soient faites contre le salarié. Et ces poursuites pénales interrompent le délai de 2 mois. C'est une cassation de 7 décembre 2000, que l'on va retrouver souvent, qui le dit. Il peut s'agir d'un acte qui émane de l'employeur ou de la victime. Le tout, c'est que dès lors que l'effet est de mettre en mouvement l'action publique. Par exemple, une plainte avec constitution de partie civile de la part de l'employeur ou d'une citation directe faite par la victime. En revanche, ce délai n'est pas interrompu par une simple plainte ni par l'ouverture d'une enquête préliminaire diligentée par le procureur. Ça ne suffit pas pour bloquer le délai de 2 mois. Donc, le délai est interrompu lorsque le salarié fait l'objet d'une plainte pour vol, par exemple, avec constitution de partie civile concomitante, à une procédure disciplinaire dans l'entreprise. Le délai de 2 mois court à compter donc de la décision pénale définitive. La décision est considérée comme définitive lorsque le délai de 2 mois pour faire appel a expiré lui aussi. Et donc, une fois que l'on a purgé tous les délais, qu'aucun recours n'est possible. L'employeur est partie au procès, est partie prenante, donc partie au procès pénal. À compter de la date de la connaissance il s'interrompt aussi, à compter de la date de la connaissance de l'employeur de l'issue définitive de la procédure pénale, la décision est considérée comme définitive lorsque le délai de 2 mois d'un appel a expiré, il n'y a plus de recours possible, ça c'était une décision de 2010. L'employeur n'est pas évidemment obligé d'attendre l'issue de la procédure pénale, parce que des fois c'est extrêmement long, donc on a envie que ça se finisse avant, pour notifier, donc on n'est pas obligé d'attendre ça pour notifier le licenciement, mais évidemment avec un risque, si le salarié est relaxé au pénal sur les faits qui constituent le grief de la lettre de licenciement, et du coup, celui-ci, il sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par le premier conseil des prud'hommes qui sera appelé à juger du litige. Par exemple, un licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse dans une affaire où l'employeur avait mentionné dans la lettre de licenciement comme seul motif le vol.
Or, le salarié a été relaxé au pénal et donc, de ce chef, le licenciement se retrouvait automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ça, c'est une cassation de 2001. Lorsque les faits reprochés aux salariés donnent lieu à des poursuites pénales, on peut, si on le veut, décider de ne pas licencier immédiatement, mais de prononcer une mise à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure. Ah bah oui, c'est une bonne idée. La procédure dirigée donc à son encontre, ça c'est une cassation qui a prévu ça et qui est d'accord avec ça depuis 2016. Par contre, évidemment, si les faits reprochés aux salariés sont clairement établis, l'employeur pourra procéder à son licenciement. Mais si les faits ne sont pas avérés, évidemment, le salarié pourra obtenir des salaires qu'il aurait dû percevoir pendant toute la durée de la mise à pied. Et au regard des délais de justice, ça risque de compter tout bonbon. Donc, petit danger là-dessus. Pardon, ça c'est... Donc, quel est l'effet de la prescription, de la non-prescription, enfin du délai pour attendre jusqu'à la prescription? La conséquence du délai est que tant que le délai n'est pas expurgé, vous êtes attaquable mais aussi vous pouvez attaquer en justice pour la créance mise en cause. Comptablement, évidemment, ça a un petit effet parce que comptablement, cela peut avoir des conséquences d'être obligé de provisionner le risque encouru tout au long de ce délai, donc par voie de conséquence, de déclencher un déprovisionnement au terme de la prescription. Une provision comptable est un constat, je rappelle, là je vais faire malin, mais je lis mes notes parce que sinon je n'aurais pas pu faire le malin comme ça. Donc une provision comptable est un constat comptable d'un risque probable mais non certain. Elle répond au principe comptable de prudence et impacte donc le bilan de l'entreprise en augmentant virtuellement ses dettes. Le bilan, donc la provision comptable est une dette, donc dans le compte de résultat, c'est une charge. Et les provisions ont des incidences sur le bilan puisqu'elles augmentent le passif et elles ont également des incidences sur le compte de résultat puisqu'elles affectent directement le résultat de l'entreprise. Attention, la déprovision agit à l'inverse. Dans ce qui n'a pas été payé une année, il faudra quand même le payer l'autre année. J'en ai vu sourire et faire des calculs. Bien, on peut voir aussi donc logiquement le rapport entre l'archivage et la prescription. L'archivage permettra de faire face à une action en instance commise pendant ce délai. Effectivement, et on se retrouve avec un lien ténu. La conservation des pièces est donc franchement primordiale pendant ce délai. La fin du délai de prescription et du délai d'archivage permet là, à ce moment-là, de déclencher la destruction du document. Mais quand même, il faut revenir à la triste réalité. Chacun sait qu'une fois le document installé dans la boîte d'archives, eh ben, il est installé pour un long moment. La difficulté dans les deux cas est le temps à consacrer à cette action. Il y aura toujours autre chose à faire que de plonger dans les vieux documents. Il y aura toujours autre chose, sauf le jour où il n'y aura plus de place. L'idéal, évidemment, est de s'organiser en fonction des deux délais et au terme le plus éloigné, de dire je pratique la destruction. Ça, c'est dans le monde merveilleux de Walt Disney parce que là encore, chacun sait que dans une boîte à archives, il n'y a pas qu'un seul type d'archive, qu'il faudra l'ouvrir, qu'il faudra étudier chaque document, jusqu'à y passer un temps bien supérieur à celui que l'on a encore disponible. Et oui, il sera d'autant plus compliqué de confier la tâche à un stagiaire, le fameux stagiaire,
que c'est vous qui avez la connaissance de l'historique et du risque lié au dossier archivé. Par contre, ce stagiaire, ou appelez ça comme vous voulez, peut être l'initiateur d'une organisation propre à limiter les documents, organiser le référencement et à assurer le rangement pour qu'ils puissent être retrouvés facilement. Alors, nous visualisons très facilement la problématique dans l'archivage physique, hein. Mais alors, le problème est le même pour l'archivage numérique, sauf à avoir un super système et qui est super long à mettre en place. Donc, l'archivage numérique, dont l'organisation peut être particulièrement complexe, ne serait-ce que par l'intitulé des fichiers que l'on a nous-mêmes nommés, et particulièrement de façon, ils sont extrêmement sibyllins lorsque nous les créons. Il n'y a aucun problème, et particulièrement abscons lorsque nous les recherchons. On ne sait toujours pas pourquoi on a mis un tel titre à ce fichier que l'on ne retrouve pas. On avait beaucoup de mal à retrouver. Toujours pour le numérique, pour la facilité d'archiver les fichiers ne doit pas être non plus l'occasion d'archiver n'importe quoi, au point de plus savoir lequel a été réellement celui qui a été à l'origine de l'acte et la difficulté, le temps, à transformer un document papier en document numérique. Alors, ben non, c'est juste un scan. Non, c'est pas juste un scan pour l'archivage. C'est un scan avec un index, avec quand même un léger résumé de ce qu'il y a dans le fichier. Donc, de transformation du papier en numérique ne doit pas être une raison pour éliminer des documents précieux. Ça nécessite, il faut bien le dire, un travail extrêmement régulier qui est à inclure dans un emploi du temps ou dans un dimensionnement de poste. Bon, je suis carrément en retard. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ce que je viens de dire? Eh ben, que l'archivage n'est pas l'une de nos préoccupations principales et essentielles. Ça, là, il faut bien se le dire, il faut bien être conscient de ça. Par contre, elle peut devenir rapidement une problématique importante, surtout quand vous atterrissez dans le local à archives et que vous y cherchez un vieux document pour lequel vous étiez dit « Ah, celui-là, je le range bien parce que j'en suis sûr qu'on me le redemandera plus tard et que vous savez surtout pas ce que vous en avez fait. » Que les délais d'archivage ne sont que des délais administratifs, mais pas toujours en lien avec la réalité. Faites attention à ce que vous faites. Que le lien est extrêmement ténu entre l'archivage et la prescription, évidemment. Vous ne pouvez surtout pas ne les dissocier. C'est impossible de ne pas faire l'archivage tant que la prescription n'est pas aboutie. Que la prescription est un élément important dans vos décisions et qu'il ne faut en aucun cas ne pas prendre en compte. Voilà ce que l'on pouvait dire rapidement sur l'archivage et la prescription en peu de temps, je veux dire. Merci pour votre attention. J'espère que ce rapide tour d'horizon effeuillera des interrogations de votre part. Notre service est toujours présent pour y répondre et vous aider dans votre gestion quotidienne de vos salariés. Et si vous désirez des documents, des modèles de documents, des fiches pratiques, celles-ci sont disponibles. Ceux-ci sont disponibles évidemment sur notre site, accessible par abonnement. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre commercial. Notre prochain webinaire aura lieu le 16 mai 2023. Nous nous pencherons à nouveau sur les principaux articles du contrat de travail, parce que celui-ci il reste quand même la base de notre relation avec notre salarié. Nous les avions étudiés en son temps en 2021, mais depuis, il y a eu quelques petites mises à jour qui sont importantes à évoquer.
Voici, c'est le thème que nous aborderons donc le mois prochain. Je serai ravi de vous retrouver. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée.